Ok, on va commencer. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On commence l'année avec cette midi de janvier et on a la participation aujourd'hui de euh, nos membres. Donc, on a Arthur, qui est le cofondateur et directeur du centre Les Ponts APPI, qu'il a ouvert en 2017. Sa formation académique est basée sur la gestion et les relations internationales. Depuis 2023, Arthur se concentre sur l'expansion du projet et son autonomisation sous forme de BNL, tout en assurant que les ponts APPI conservent son âme militante, humaine et centrée sur les droits et la dignité humaine, peu importe les contextes sociopolitiques, provincial et national. On a aussi avec nous Ardiel Vilches, et il est actuellement conseiller du logement au Les Ponts et au Foyer du Monde. Ardiel est un Nicaraguayen qui est arrivé au Canada en 2022. Il est réfugié maintenant. Il est titulaire des études en sociologie et en relations internationales. Il est aussi artiste, auteur, compositeur et canteur. Ardiel a plus de 10 ans d'expérience en gestion d'entreprise, en gestion de performance, des ventes et la gestion des clients. On aura aussi la participation de Blanche Brouard. Elle est aussi partie de l'équipe de Dupont. Elle est intervenante sociale et est en charge des suivis post-hébergement. Vous allez connaître plus de ces projets avec nos amis Dupont. Donc, on va garder les questions pour la fin de toute l'activité. Si vous voulez, vous pouvez mettre les questions dans les chats ou les regarder en tête. On va laisser un peu de temps juste pour les faire à la fin. OK? Donc, je vous laisse maintenant avec Arthur et Ardiel. Merci beaucoup. Merci Mauricio et Florence pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de participer avec le ROMI. Puis pour la petite histoire, Le Pont avec le Centre La Traverse et le Foyer du Monde. On est les trois organismes cofondateurs du ROMI. C'est une belle boucle qui revient pour nous. Je vais commencer par rapidement vous parler du pont. Je pense que la plupart d'entre vous, je l'espère, étaient à la présentation au webinaire du 10 décembre dernier. On a plus parlé en profondeur de notre projet Le Pont. Puis après, je vais vous l'expliquer. On va parler un peu de tout ce qui tourne autour du pont. Donc aujourd'hui, on va pas vous parler de notre refuge temporaire et transitoire pour les personnes demandeuses d'asile, mais plus de l'avant et l'après, surtout aux Ok, on questions dirait, de mais c'est bon. logement. Euh, Ouais, j'ai peut-être fermer ton une micro. famille, c'est un monsieur qui est originaire du Tchad et il a sa petite Gabriella, Pardon, famille, sa famille l'a rejoint. c'est pardon tous Gabriella. les participants, si vous pouvez garder vos micros en mute. Ouais, Merci. merci. Surtout si vous parlez de vos bénéficiaires, ça va être plus confidentiel. Bref, le pont, très rapidement, je vais vous mettre dans le chat dans quelques minutes des informations. On est une OBNL assez récente, mais en fait, on existe depuis 2017. Donc, on a deux résidences d'accueil et de services communautaires pour des personnes demandant l'asile et des personnes migrantes à statut précaire. On est une équipe de 6 personnes. On a 4 intervenants et intervenantes, dont Blanche qui va vous parler à la fin de la présentation. Et on est, on va dire, deux dans l'administration slash intervention, donc Ardiel et moi. Et Ardiel va aussi vous parler de son programme un peu plus tard. Assez rapidement, le séjour en fait de nos résidents et résidentes ici au pont se passe en 2 étapes. La première étape, elle n'a pas de durée limite. On est plus dans l'intervention et la stabilisation psychosociale avec les intervenantes sociales. Donc, s'assurer que la santé, revenus, bien-être, documents d'immigration, tout soit en place et bien solide pour le reste du séjour. Et quand tout ça est bien stabilisé, on va passer à la deuxième étape. Puis cette transition, elle va se faire notamment avec Ardiel et Blanche, en recherche de logement d'un côté pour Ardiel et dans toute la préparation pré-départ, post-hébergement avec Blanche. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme ça, vous comprenez un petit peu la temporalité puis la trajectoire de nos résidents et résidentes. Fait que pour un peu mieux commencer la présentation, Mauricio, si tu veux bien présenter le petit schéma rapidement. Euh, Ce schéma-là, le mot schéma est bien choisi, c'est excessivement schématique, voire un petit peu stéréotypé, puis je vais m'expliquer. En fait, le pont est au centre du schéma, ce qui n'est pas idéal quand on est intervenant social. On aurait préféré que
les personnes migrantes avec qui on travaille soit au centre du schéma, mais c'est juste à titre d'illustration, puis pour que vous compreniez un tout petit peu la trajectoire. Mais comme je vous dis, c'est très général. Ça représente pas toutes les réalités. C'est pas une route facile ou linéaire. Il y a plein d'options et le pont est au centre. Donc, ça veut pas dire que c'est le schéma à choisir si vous êtes intervenant et intervenante, mais c'est vraiment plus pour introduire notre présentation d'aujourd'hui. Donc nous, au pont, la maison que vous voyez au centre, on reçoit des demandes de plusieurs centres, de plusieurs organismes, voire des personnes migrantes elles-mêmes. Vous pouvez voir par exemple, et entre autres, il y a plein d'autres façons d'arriver au pont, les hôtels IRCC, le Praïda. Il y a beaucoup d'organismes aussi en itinérance, organismes communautaires, des écoles, des hôpitaux qui nous appellent et qui nous demandent des admissions pour leur famille, que ce soit homme seul, femme seule, famille, couple, parents monoparentaux. On peut accepter tout le monde au pont tant qu'on a de la place. Puis ce point-là, il est important parce qu'on n'a pas beaucoup de place. On a entre 30 et 40 lits disponibles avec des situations assez complexes qu'on veut régler avant de laisser partir nos résidents résidentes. Et une des choses qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la première pastille bleue en bas à gauche, Hotel Help. Ça, c'est un des programmes qu'on a si le pont est complet, si on est dans une situation d'urgence et si on a besoin d'avoir un hébergement très rapide pour des personnes. Puis je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Ensuite, je passerai la parole à Ardiel. Vous voyez le premier immeuble avec les petits arbres en haut, c'est ce que on essaie d'illustrer pour les hébergements privés. Donc, comme vous et moi, on est locataire d'un appartement, on a signé un bail, etc. Et donc, la petite loupe bleue, c'est le projet d'Ardiel. C'est tout l'accompagnement à la recherche au logement. La deuxième option, la maison dans le cercle noir avec la personne, ça c'est quand nous on fait des références vers d'autres services, d'autres organismes d'hébergement qui sont plus long terme. Je prendrai en exemple nos bons amis de Foyer du Monde. Si on voit que la famille qu'on reçoit chez nous aurait vraiment un bon intérêt à aller à Foyer du Monde, par exemple, et entre autres, on pourrait nous faire la référence. Il y a, je pense au Y des femmes, Logifem, etc., Foyer du Monde. Donc, il y a plusieurs organismes un peu plus long terme chez qui on peut faire des références. Enfin, la dernière pastille, l'immeuble bleu Le Pont. Je vous ai dit que c'était très schématique. Ça, c'est un des projets qu'on appelle le projet propriétaire. C'est un projet qui a plusieurs noms et on n'a pas encore statué sur un nom officiel, mais on peut appeler ça le projet propriétaire ou le projet King Edward, c'est le nom de la rue. C'est un appartement privé que Le Pont loue et dans lequel on a des résidentes qui habitent à long terme. Donc, on n'est plus, nous, dans notre hébergement transitoire au centre, mais là, c'est un autre projet plus long terme. Et puis, ça, c'est moi et Blanche qui vont pouvoir vous en parler un petit peu. Donc, c'est ça. N'oubliez pas que cette chronologie-là, elle n'est pas représentative spécifiquement de tous les chemins. Elle n'est pas parfaite et il y a beaucoup, beaucoup d'autres bémols et points qui vont peut-être alterner cette linéarité-là. Donc c'est ça. On va commencer la présentation. Je commencerai donc par la première pastille bleue. Tu peux arrêter le partage, Mauricio. On n'a pas de PowerPoint pour que ce soit plus interactif, mais c'est ça. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et on va prendre le temps après d'en parler. Donc le projet Hotel Help, comme je vous le disais, ça c'est vraiment du soutien d'urgence immédiat. En fait, pour remonter aux sources de ce projet-là, le pont fait partie du CCTEHT, le Centre canadien pour mettre fin à la traite humaine. C'est un observatoire de la traite humaine au Canada. C'est un projet de défense aussi et de protection des personnes qui sont victimes ou survivantes et survivants de traite humaine. Donc, au-delà de la recherche et du plaidoyer, le CCTEHT a aussi une hotline. Je m'excuse si je fais des anglicismes, mais tout le site est en anglais, fait que ça me vient en anglais. Donc, une ligne d'assistance, une ligne d'urgence pour les victimes et survivantes de traite. Donc, de l'information, des ressources, des organismes vers lesquels on peut se tourner, de l'information juridique, mais aussi une liste d'organismes qui pourraient héberger des personnes victimes de traite qui, c'est ça, qui se retrouveraient dans une espèce d'itinérance où
une période de transition et pourrait arriver au pont. Donc, cette référence, elle pourrait être faite directement au pont. Mais nous, en étant dans la ligne d'assistante, dans le répertoire du CCTEHT, on a accès à un programme, donc Hotel Help, qui a été mis en place par les hôtels Marriott aux États-Unis et qui est en train de se développer à vitesse grand V au Canada. Euh, Ce qui est super intéressant avec ce projet-là, c'est que ça nous donne accès en tant qu'organisme à plusieurs chambres d'hôtel dans le Grand Montréal gratuitement pour 5 nuits. J'ai vu dans le chat, est-ce que c'est ouais, c'est le CCTEHT. C'est ça, je vais vous envoyer, j'ai préparé un petit message d'information sur le CCTEHT, je vous l'envoie tout de suite dans le chat. Donc, ça nous permet d'avoir accès à ces chambres d'hôtel-là gratuitement pour 5 nuits. Fait que nous, et ça, je sais pas pourquoi ça nous arrive tout le temps, c'est toujours le vendredi à 5 heures qu'on a des appels d'urgence. C'est pas le lundi à 9 heures quand on est frais et disponible, c'est toujours le vendredi à 5 heures quand on a le manteau sur le dos et qu'on est prêt à partir. Donc, ça nous permettrait en quelques minutes, pas plus que 2, 3 heures a priori, de réserver une chambre d'hôtel si nous, on est complet, si on n'a pas de fonds, par exemple, pour nous-mêmes payer un hôtel, si nos collègues, je pense à Foyer du Monde, Praïda, etc., qu'on appelle, ne peuvent pas recevoir les personnes, on a quand même ce filet de sécurité-là. C'est un projet qui est très récent pour nous. Je vous avoue qu'on a signé le contrat le mois dernier. C'est ça, on est en train de le commencer. Je peux pas vous en dire plus dans le sens où j'ai pas assez d'expérience et de recul là-dessus, mais on est en train de mettre ça en place avec les hôtels Marriott. Je vois une question pour l'admissibilité. Donc, étant donné que le pont a des responsabilités, notamment financières, c'est la carte de crédit du pont qui va aller dans le système des hôtels. La référence doit être faite par nous et pour nos bénéficiaires. Malheureusement, je peux pas vous dire de m'appeler quand vous voulez pour faire une réservation. Ça devra passer, ça devrait être des personnes qui sont autour du pont, qui connaissent le pont ou qui passent par nous pour la référence. C'est pas juste pour les demandeurs, demandeuses d'asile, pour les personnes demandant l'asile. Le critère principal, c'est d'être victime et ou survivant, survivante de la traite humaine. Puis ça, il y a quand même une grande flexibilité de Hotel Help et des hôtels, de ce projet des hôtels Marriott sur notre définition de la traite humaine. Ils sont on a une entente, on a un contrat, puis on a des attentes et les uns envers les autres, mais on a quand même cette liberté-là, nous, de dire oui, on estime que la personne est victime de traite humaine. L'anonymat est garanti aussi pour les personnes qui sont référées vers ces hôtels. On peut réserver sous un alias, on peut réserver pour toute une famille. Si c'est un couple, une famille, il y a des enfants, on peut faire la réservation pour toute la famille. Et dans certains cas, on peut même demander une chambre avec des animaux de compagnie. Fait que ça, c'est le petit plus pour ça. Fait que c'est ça, je vous présente ce projet. J'ai pas encore de statistiques, on vient juste de commencer. C'est en développement à Montréal, mais à travers tout le Canada. N'hésitez pas à vous renseigner. Je vais vous copier dans le chat l'information sur le CCTEHT et sur la ligne d'assistance, la hotline du CCTEHT. Je vais faire ça tout de suite et je vais pouvoir continuer après. Voilà, dans le chat, donc les liens, puis le numéro de téléphone aussi, si dans vos organismes, vous êtes face à ce genre de situation, la hotline, elle est ouverte à tout le monde. Donc, n'hésitez vraiment pas à contacter la hotline pour avoir des références rapides. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avant le pont. Ces 5 jours-là, nous, ça va nous donner le temps de trouver un autre organisme vers qui on pourrait rediriger la famille après les 5 jours ou éventuellement de nous prendre le temps de faire toutes nos procédures d'admission au pont. Donc, c'est quand même un très beau filet de sécurité. C'est très utile. Puis, c'est des situations qui arrivent de plus en plus, des personnes qui se retrouvent sans ressources, sans toit, sans service. Donc, on serait là pour ça et on peut faire la référence vers les hôtels et garantir quand même un minimum de sécurité, au moins pour 5 nuits, surtout dans les nuits qui sont froides en ce moment. Ensuite, je vous avais dit, on parlera pas du pont à proprement parler aujourd'hui. Le séjour au pont se déroule
pendant les quelques mois avec des personnes de Hotel Help, mais aussi avec vos références d'autres organismes. Et ensuite, donc, on prépare le départ du pont. Cette préparation-là, elle se fait en 2 mois. Euh, et en fait, nous, on a commencé à travailler avec Ardiel il y a presque 3 ans maintenant comme conseiller au logement. Je crois, contredisez-moi, j'espère que vous pourrez me contredire, mais je crois que on est le seul organisme à avoir ce service-là, non seulement d'information sur la recherche de logement, mais aussi tout l'accompagnement. Puis c'est un accompagnement qui est très un peu dans le coaching, si je peux dire. Donc, comment se présenter, comment on fait une visite, quel message on écrit au propriétaire, etc. Hardiel est très bon là-dessus sur mettre la lumière sur tous les bons aspects, les atouts qu'on peut présenter. Puis, comme vous le savez, là, je vous apprends absolument rien, mais le marché locatif est excessivement compétitif, mais aussi excessivement discriminatoire. Je pourrais pas prendre toute votre après-midi pour vous citer tous les exemples terribles qu'on a eus dans certaines recherches de logement, de discrimination, d'abus, de fraude, d'insultes envers nous, envers les personnes locataires, etc. Ça a été c'est excessivement difficile émotionnellement, surtout pour nos résidents, résidentes. Puis en fait, quand on fait le bilan un peu de tout ça, on se trouve souvent que sur des impasses. C'est-à-dire que nous, comme je vous l'ai dit, on reçoit des personnes seules, femmes ou hommes, des familles, des couples, des pères monoparentaux, des mères monoparentaux, monoparentales, excusez. Donc, et à chaque fois, on dirait qu'il y a une barrière. Il n'y a pas un groupe ou une population pour qui on se dit, OK, pour eux, ça va être facile. Je vous donne un exemple, par exemple, pour les femmes seules, euh, la première chose qu'on entend, c'est, ah, elle va pas être capable de payer. Tout de suite. C'est un des premiers réflexes qu'on a. Et ça va jusqu'à, il est où ton mari? Pourquoi ton mari, il est pas là? Mais il te faut un mari pour signer le bail avec toi. Ça, c'est des vrais exemples que je vous donne. J'invente absolument rien. Pour les familles, on a des familles donc avec 2 parents et en moyenne, nous, ce qu'on reçoit, c'est 2, 3 enfants. Mettons une famille avec 2 parents, 2 enfants, donc une petite famille de 4 personnes qui applique pour un 4,5, voire un 5,5. La réponse qu'on entend tout le temps, c'est ah non, c'est trop petit pour eux. Ah, mais c'est mieux pour les étudiants. Ben nous, on chercherait plutôt un couple ou une personne seule pour un 4,5, donc 2 chambres ou voire 3 chambres pour un 5,5. Mais non, parce qu'il y a des enfants, il y a toujours une bonne excuse pour les refuser. Pour les parents monoparentaux, mais surtout pour les femmes monoparentales, à nouveau, on entend pas capable de payer, c'est des personnes qui sont pas responsables, pourquoi elle est toute seule, pourquoi il n'y a pas le mari, le papa, etc. Voire quand on voit les personnes arriver, quand les personnes qui font la visite voient je dis nos mamans, là, les mamans avec les enfants arriver, ils n'ouvrent pas la porte. Et ça arrivé plusieurs fois, donc dans des immeubles avec les portes vitrées. Puis là, c'est comme, ah, c'est toi, et là, la porte est fermée, non, c'est pris, ça marche plus. Euh, on reçoit aussi, nous, des hommes seuls dans notre résidence à Laval. Puis, j'avoue qu'on s'était vraiment trompé nous-mêmes en tant qu'organisme en se disant, OK, les hommes seuls, il y aura peut-être pas toute cette discrimination envers les femmes seules, etc. Puis, en fait, c'est pas mieux. Pour les hommes seuls, c'est vraiment, ben non, on ne les prendra pas en colocation parce que les hommes, ils sont irresponsables, ils vont prendre de la drogue, ils vont inviter des gens, ils vont faire la fête, ils vont pas payer. S'ils partent en colocation, ils auront absolument pas les moyens de payer, etc. Fait que vous voyez que tout le monde en prend pour son grade. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné, il n'y a pas un type de famille ou de personne qui est épargnée par la recherche de logement. On a eu aussi l'expérience, surtout en 2024, avec des aînés. Euh, Puis quand je dis des aînés, je vais le prendre vraiment at large, puis sentez-vous pas insulté là. On parle plutôt de personnes de 55 ans et plus. Ça aussi, ça a été excessivement difficile parce que les CHSLD, c'est pas fait pour toute la population aînée. C'est pas facile d'accès non plus. Là, on parle vraiment on cherche un hébergement individuel, personnel pour les personnes, mais pour les aînés, on a toujours cette question ben là, ils vont pas travailler, fait qu'ils peuvent pas payer le loyer. Oui, mais l'aide sociale, ça suffit pas. Euh, ils pourront pas s'occuper de la maison, etc. Fait qu'à nouveau, il va y avoir ce type de discrimination-là. Ensuite, quand on essaie de se tourner plus vers des programmes provinciaux, même fédéraux, etc., ou municipaux, là aussi, toutes les portes sont fermées. Je pense notamment pardon, au PSL, qui est un soutien au loyer.
Ça aussi, c'est un autre débat. Puis je pense que le ROMI et les membres du ROMI sont passionnés par cette question du PSL. Faut savoir qu'il y a des millions de dollars qui dorment en banque quelque part pour ce programme-là, qui sont inutilisés tellement le programme est difficile d'accès. Donc nous, un des points de plaidoyer du ROMI, mais de ses membres aussi, c'est ben, pourquoi ce PSL-là est pas utilisé même juste pour des citoyens, citoyennes, mais en plus, c'est quelque chose qu'on pourrait offrir à des personnes demandeuses d'asile ou migrantes à statut précaire, victimes de violences conjugales qui pourraient bénéficier d'un tel programme, d'un soutien au loyer. Tout ce qui est OMHM et logements sociaux, c'est pareil. Déjà pour les citoyens citoyennes, ben, je vous apprends rien non plus, c'est des programmes qui sont quasiment inaccessibles ou très très difficiles d'accès. Les DA, pardon, les demandeurs d'asile en sont exclus. Il y aurait une dérogation, puis à nouveau, on n'est jamais d'accord là-dessus, sur les personnes qui sont au Québec depuis plus de 18 mois pourraient demander d'être sur une liste d'attente pour l'OMHM, mais comme vous le savez, les listes d'attente peuvent prendre plusieurs années. Puis nous, on est un hébergement transitoire. On a une moyenne de 4 à 6 mois de séjour chez nous, fait qu'on ne peut pas attendre 10 ans d'avoir la place euh, en, euh, dans un hébergement social. Donc voilà un petit peu le portrait. Je suis vraiment comment on dit, le Debbie Downer. C'est moi qui vais vous plomber l'ambiance, mais il y a des solutions, il y a des bonnes solutions, puis ça marche techniquement parce que nous, depuis 7 ans, on voit un roulement, nos personnes partent, trouvent un logement, puis on a quand même des belles et des bonnes histoires aussi. Et donc, pour faire toute cette recherche-là, c'est notre conseiller au logement, Ardiel, qui va accompagner nos familles pendant 2 mois, le temps de les préparer au départ jusqu'à la signature d'un bail ou d'une entente, que ce soit un bail privé ou une entente avec d'autres organismes. Alors, voilà, je vais laisser la parole à mon collègue Ardiel pour cette recherche de logement. Merci tous les mots. Tout m'écoute bien? Oui, parfait. Bonjour tout le monde. C'est la première fois que je vais essayer mon français. Aujourd'hui, je suis débutant de la francisation, mais donc, si vous avez des questions à la fin, peut-être je vais répondre en anglais ou en espagnol. Euh, je veux penser que nous, tous qui sommes ici aujourd'hui, chaque fois que nous avons l'occasion de parler à quelqu'un de ses besoins, de ses peurs, du stress et du traumatisme que c'est pour la mobilité forcée, nous ressentons le besoin d'argent d'assumer nos responsabilités et de faire partie d'une solution. Parce qu'en fin de compte, c'est là le but de notre travail. Imaginer et créer des solutions intelligentes lorsque les conditions actuelles ne sont pas favorables. Hein. Bien que certaines de ces options n'existent pas encore, nous devons toujours motiver notre créativité et voir au-delà de quelques ressources fournies par les gouvernements, notre conversation doit générer des opportunités. Euh, le message et la communication apportés à nos résidents dans nos ateliers, dans nos séances de suivi, lors de nos rencontres familiales, doivent avoir une approche palliative, curative et responsable, compétent l'impact que ce crise du logement sur les processus d'intégration. De quoi parlons-nous dans nos ateliers? Nous parlons sur le contexte actuel. Il est important que nous traitons toutes les mêmes informations. C'est notre point de départ. Il n'y a pas de place pour les spéculations, les rumeurs. Nous parlons de la réalité, mais avec un langage pédagogique. Nous parlons d'exigences, documentation et alternatives. Alors ici, si vous pouvez présenter les contenus des ateliers, s'il vous plaît. Super. Nous parlons d'exigences, documentation et alternatives. Au contexte actuel, il faut ajouter les défis auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants et les demandeurs d'asile, des personnes sans statut d'immigration, sans papier franc, sans permis de travail, sans aucune empreinte le système économique et du travail du pays. De quelles options dispose-t-il? Nous nous concentrons sur les ressources dont nous disposons et sur les manières de bien les utiliser.
Le troisième, la recherche du logement. Nous expliquons ensuite notre démarche d'accompagnement qui nécessite la volonté et l'implication de la personne. Nous partageons une liste de bonnes pratiques qui conduit à l'obtention des résultats souhaités. Et nous en parlons de sécurité, les signaux d'alarme. Nous pensons que des mesures de sécurité devraient toujours être présentes dans notre processus de recherche de logement et nous préparons nos familles à être vigilantes et à se protéger. Le marché est plein d'écrans et la cible idéale est nos familles nouvellement arrivées. Euh, Storytelling. Euh, Comment raconter mon histoire? Ma question pour vous est la suivante. Comment pouvons-nous continuer à raconter les histoires de nos familles aujourd'hui? Et notre propre site pour associer des connotations négatives aux différentes étiquettes que nous attribuons à notre famille. Ces étiquettes proviennent de processus et des problèmes systématiques antérieurs qui n'y reconnaissent pas les personnes en tant que telles avec des droits et des possibilités, mais comme un numéro ou une figure financière et générer du rejet et de la haine. Et le 6 et le 7, la terminologie des appartements, le format du texte, et les pages de ressources, comme l'étal, les réfugiés centrés, le projet Genesis et plus. Euh, Nous faisons beaucoup d'activités, cependant de la personne, bien sûr. Nous utilisons des formats de texte pour écrire notre histoire avec un nouveau récit. Je les accompagne pour faire les visites, veiller au respect de leurs droits et aussi négocier avec les propriétaires le dépôt des garanties, par exemple. Euh, et le numéro 8, que c'est le King Edward Project, c'est une de ces opportunités qui n'existent pas actuellement, mais qui, grâce à notre capacité d'imagination et d'action, sont possibles aujourd'hui. Merci, Javier. Fait que tu fais une bonne transition pour moi pour parler de ce qu'on appelle le projet King Edward. Euh, et oui, bravo pour cette première présentation en français. On est très fiers aussi. Euh, donc le projet King Edward, je vais pas vous mentir, c'est pas sorti de notre tête, on l'a pas inventé, on a copié vraiment sur le Refugee Center, un programme qui fonctionne super bien. Puis Camille Fournel du Refugee Center, on a parlé au webinaire du 10 décembre. Fait que c'est vraiment une bonne idée. En fait, c'est une bonne alternative. Puis malheureusement, dans le contexte un peu sombre que j'ai donné il y a quelques minutes, il faut trouver des alternatives et des options créatives parce que on voit que le logement privatif, on est dans beaucoup d'impasses. Vous le savez vous-même, puis vous le savez pour vos bénéficiaires aussi. Donc, cette idée qui vient du Refugee Center est que des organismes louent eux-mêmes et se portent garant pour des appartements privatifs. Comme on le voit avec nos résidents et résidentes, quand ils ou elles cherchent un appartement, c'est non, t'as l'aide sociale, t'es illégal au Canada, puis je le dis avec beaucoup de cynisme, c'est des fausses excuses. Alors il faut payer 6 mois d'avance, il faut ci, il faut ça, de quel pays tu viens, pourquoi tu parles pas français, etc. Donc nous, on veut mettre un rempart à ça. On veut protéger nos résidents et résidentes de cette discrimination-là. La chance qu'on a, c'est qu'on a pu commencer ce projet avec un bon ami à nous. Ça, je vous le cacherai pas que c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qui avait déjà cette sensibilité-là et cette confiance. Mais ça va nous permettre de déjà faire un genre de projet pilote, mais ce qu'on espère, c'est de le développer donc dans l'année et les années à venir parce qu'on a besoin de ces alternatives-là. Donc l'idée, c'est que le pont signe un bail officiel avec un propriétaire privé et prenne sur nous, sur l'organisme, beaucoup de responsabilités pour le propriétaire, mais aussi pour les locataires. Euh, Par exemple, un défaut de payer le loyer, c'est un stéréotype. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça je vous laisse cette discrétion-là. C'est un stéréotype qui existe beaucoup. Quelqu'un sur l'aide sociale, réfugié, etc., ne va pas payer son loyer. Donc, nous, avec notre réputation d'organisme, et puis on a quand même une solidité financière aussi, puis des engagements à conserver, on veut rassurer le propriétaire que oui, nous, on va payer le loyer. Mais on a aussi accès à des programmes d'assurance locative qu'on peut mettre en place
pour protéger, les propriétaires et leurs propriétés, mais aussi les locataires dans le logement. Euh, c'est un peu un programme qu'on voulait gagnant-gagnant en prenant sur nous, donc sur nos épaules, des responsabilités et des engagements. Et donc, on a aussi mis en place un suivi psychosocial, comme on le fait au pont avec une intervenante qui va vous présenter son programme dans quelques minutes, pour continuer notre soutien et notre soutien post-hébergement après le pont. Euh, fait que c'était un peu ça l'idée, c'est de garder ça un gagnant-gagnant pour les propriétaires, pour les locataires. Ça fonctionne bien. Comme dans toutes les résidences, il y a des défis de cohabitation, de vie, etc. Ça, vous le savez certainement aussi dans vos pratiques. Mais grâce à notre soutien, je pense qu'on arrive quand même à faire l'intermédiaire entre ces deux parties-là. C'est sûr que c'est un projet en plus, c'est du travail en plus, mais c'est vraiment intéressant pour nos résidentes et résidents qui pourraient en bénéficier. Et donc, c'est un projet qui se veut vraiment à plus long terme que chez nous ici dans les résidences au Pont. Nous, on n'a pas de limite de temps dans notre projet propriétaire. Et ça, c'est un peu plus pour le côté administratif. Puis si vous avez des questions, ensuite, je pourrais y répondre, mais je préfère laisser un petit peu de temps à Blanche, donc qui est notre collègue intervenante sociale, qui justement fait beaucoup de suivi avec Eliana, je la vois dans l'audience, beaucoup de suivi psychosociaux, donc dans cette résidence, de la médiation. Ardiel aussi est très présent sur place, notamment pour la relation entre les résidentes et les propriétaires. Donc, c'est toute l'équipe qui se mobilise là-dessus. Alors, je vais passer la parole à Blanche qui va pouvoir vous parler un petit peu de son projet. Allô tout le monde, bon midi. Donc c'est ça, moi je suis intervenante sociale au pont et chargée du programme post-hébergement. Donc c'est un programme qui est vraiment fait pour accompagner puis continuer le suivi dans l'intégration des anciens résidents, donc après le pont. Puis comme Arthur expliquait, King Edward, le projet propriétaire, s'insère dans ce programme-là. Et donc, en fait, King Edward, je vais diviser ça en deux parties, là. Qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce que ça offre au final aux résidentes, puis par rapport aux différents défis qu'on rencontre quotidiennement là-bas. Donc, King Edward offre premièrement un environnement sécuritaire et stable aux femmes qui sont là, aux femmes monoparentales. Ce sont trois femmes monoparentales avec des jeunes enfants présentement. Et quand je dis sécuritaire, stable, c'est vraiment par rapport autant au prix qu'à la salubrité, qu'au quartier, qui est un quartier calme, qui a des services de proximité, etc. Fait que autant que cet environnement-là est offert, il y a aussi le service de suivi qui est accru. Donc, il y a moi et Eliana, l'intervenante psychosociale du pont, qui ont fait des visites à chaque semaine, ça dépendamment des besoins. Et les besoins sont variables, mais on y va une fois par semaine ou une fois par 2 semaines pour faire des suivis sociaux en intervention sociale, autant pour faire l'intégration dans le quartier, les accompagner dans les ressources du quartier, mais aussi dans toutes les démarches administratives au niveau des revenus, de l'employabilité, soutien psychosociaux. Et donc, c'est ça qu'on fait en général. Puis sinon, par rapport aux défis, ben, comme Arthur disait, il y a toujours des défis de cohabitation. Donc, au niveau des partages des espaces, les horaires, juste les horaires de nettoyage, qui fait quoi. Donc, Eliana et moi, on s'occupe de la médiation et de la bonne communication dans l'hébergement pour s'assurer que tout le monde est respecté là-dedans, que tout le monde s'écoute puis que ce soit, c'est ça, un environnement sécuritaire, comme on le disait, pour tout le monde là-dedans. Puis, c'est un nouveau projet, ça fait environ 6 mois, donc on est encore en train de l'élaborer, de le construire et de le co-construire aussi avec les résidentes. Donc, on leur demande beaucoup de feedback. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez qu'on est en train de développer ça? Comment vous vous sentez là-dedans? Puis on prend de leurs idées, puis on est en train de co-construire, c'est ça, ce genre des réunions qu'on fait à chaque semaine, on s'assoit tout le monde ensemble, puis on demande comment ça va, qu'est-ce que vous voudriez ajouter, etc. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Puis on est dans ce questionnement-là aussi de se dire, bon, comment est-ce qu'on réussit à donner un espace digne
mais tout en assurant que ça reste un espace du pont au final, avec ses règles et avec sa présence et tout ce que ça implique. Fait que voilà. Merci Blanche. Mauricio, nous, c'est la fin de notre présentation officielle. Toutes les questions sont bienvenues. Puis j'ajoute dans le chat à l'instant les informations plus à propos du pont. Donc, parfait, on vous remercie de la présentation. Maintenant, donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez lever la main. Oh, on a déjà une. Marie-Ève? Vous m'entendez? Oui. OK, super. Moi, en fait, j'étais curieuse là, pour le projet, bon, vous êtes comme garant là, pour les gens qui vont se trouver un logement, ce que j'ai pu comprendre. Mais je me demandais, ça fait combien de temps que vous avez commencé ça? Puis c'est quoi votre expérience là? Parce que c'est sûr que, bon, les gens peuvent ne pas avoir les moyens ou avoir plus de difficultés à un certain mois pour payer le logement. Puis c'est quoi les conditions en fait, quel engagement vous prenez avec ces gens-là, jusqu'à combien de temps? En tout cas, c'est de comprendre un peu la réalité là, Oui, de ce projet-là. Ouais. Euh, En fait, c'est ça. C'est quand même un pari qu'on prend, dans le sens où si on se porte garant pour des personnes, s'ils payent pas le loyer, nous, on doit le payer à la fin. Notre propriétaire nous fait confiance pour ça, que ce soit dans nos résidences comme dans notre projet propriétaire, donc le projet King Edward. Fait que j'ai pas de calcul mathématique pour dire oui, c'est bon, on est protégé. Ça arrive partout à Montréal, mais ça peut nous arriver aussi. Ce qui est quand même intéressant, c'est que nous, on va référer vers notre projet King Edward des personnes qu'on connaît déjà, qui sont déjà hébergées au pont, avec qui on a vécu et travaillé pendant au moins 2 mois, mais parfois plus longtemps, 4, 6 mois. Donc, c'est des personnes, on va pas référer des personnes qui sont pas sérieuses, qui vont pas respecter les règles. Vu qu'on connaît quand même bien la dynamique dans la maison, ici dans les résidences, on sait à peu près qui on pourrait référer. Euh, on a quand même un contrat aussi. Donc, nous, on a notre bail avec notre propriétaire, mais nous, on a un contrat avec les résidentes de ce projet-là. Donc, évidemment, payer son loyer à temps et en totalité, etc. Puis j'avoue que là, depuis, ça fait 6 mois, donc on a commencé, en fait, les personnes ont emménagé au mois d'août, fait que ça fait oui, un peu plus de 6 mois. Euh, on n'a eu aucun problème jusqu'à présent. Euh, ça, c'est quand même niveau financier et paiement de loyer, pour ça, il n'y a eu aucun problème. Mais c'est ça, comme on l'a présenté au propriétaire, c'est de dire, ben, si une des 3 résidentes ne paye pas son loyer, vous, ça va pas vous toucher, ça va être sur notre responsabilité, puis nous, on va dealer avec ça. Fait que c'est pour ça que je disais que c'est un projet gagnant-gagnant, parce qu'on veut rassurer les propriétaires là-dedans. Je sais pas si ça répond à toutes vos questions, Marie-Ève. Ouais, merci, ouais. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question. Oui, J'ai oublié c'est où pour lever la main sur Zoom, donc je m'excuse. pas de problème. Je me demandais par rapport aux communautés LGBTQ+, est-ce que vous avez remarqué quelque chose, travaillez-vous avec cette communauté? Moi, je travaille présentement sur une recherche par rapport à ça, puis je serais intéressée sur si vous avez noté des choses par rapport à cette communauté ou si elles sont pressantes. Oui, très bonne question, merci. Euh, bon, pour commencer, une des bonnes choses qu'on a déjà, nous, c'est que on s'est fait connaître et on connaît aussi le programme de la Boussole, du Centre communautaire LGBTQ+, qui fait un excellent travail pour les communautés LGBTQ+, migrantes. Nous, j'avoue qu'on a, je me rappelle plus l'expression, on doit manger. Bref, on doit beaucoup travailler pour se former continuellement aussi, pour cette communauté-là, mais pour d'autres également. J'avoue qu'on n'a pas un programme spécifique, on n'a pas de critères spécifiques. Nous, vraiment, nos critères, on essaie de les garder au plus simple, c'est quel est le statut d'immigration et quelle est la situation actuelle. Puis si dans la référence qu'on reçoit, il y a une mention de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre qui est notée, on va la prendre en considération aussi pour la sécurité et la vulnérabilité de la personne. Euh,
ça nous est arrivé, on a reçu aussi des personnes homosexuelles qui très tranquillement, très doucement se sont confiées à nous. Nous, c'est pas un sujet qu'on aborde dans nos premières rencontres, dans nos premières évaluations. On essaie d'être un projet très euh, doux dans un sens. On veut pas aborder on va pas demander à la première rencontre, OK, c'est quoi ton histoire d'immigration? Pourquoi t'es traumatisé? Puis comment ça va? Tu sais, on n'y va vraiment pas comme ça. On y va un peu plus dans des critères. On commence par l'aide sociale, les documents d'immigration, etc. Puis ensuite, on va laisser la place de la confiance se développer. Je m'excuse de ne pas avoir plus de matière à donner là-dessus, mais c'est ça. On a du travail à faire là-dessus. Ça, on en a discuté récemment en équipe et on reconnaît ça. Notamment quand je dis ben, il y a une résidence pour les femmes et une résidence pour les hommes. Clairement, je pense qu'on a un espace dans lequel on doit travailler puis rattraper un petit peu nos, notre façon de présenter notre projet. Fait que c'est un travail qui est en cours, mais on peut rentrer en contact si tu veux, Paola, si tu veux m'écrire ton Oui, je courriel. vais vous laisser mon courriel institutionnel Ouais, pour en parler plus avec parce que plaisir. c'est correct, c'est quelque chose qui est pas, il n'y a pas trop de recherche sur ça à Montréal, donc ça Ouais, serait bien de en discuter davantage. exact. Parfait, on continue avec Ingrid. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille pour la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges. En ce moment, pour ce qui est des personnes demandeuses d'asile, nous, on est plus dans ce qui est la recherche de immeubles, acheter un immeuble ou de voir comment faire des partenariats pour avoir accès à ce type de bâtiment. Et je me demandais si vous aviez de l'expertise là-dedans, si c'était quelque chose que vous aviez dû faire ou si vous aviez déjà les bâtiments. Voilà. Oui, merci. Alors nous, pour nos résidences, et donc ça, c'est vraiment les plus gros immeubles transitoires, que ce soit à Montréal ou à Laval, on est locataire. Euh, la chance qu'on a, c'est que le pont vient du diocèse de Montréal, donc on avait quand même accès à beaucoup de bâtisses, de presbytères vides. Donc on loue deux presbytères inoccupés, et c'est idéal parce qu'il y a des chambres, des salles de bain, etc. Donc on n'a jamais eu à acheter ou faire ces démarches, puis on a toujours eu des bons contacts. Et ça, tant mieux, c'est une chance qu'on a eue pour développer le projet. C'est pas le cas de tout le monde trouver des grandes bâtisses pour des organismes, et surtout en hébergement, c'est assez complexe. Euh, Par contre, j'en profiterai peut-être pour Ingrid, si tu veux contacter Mauricio ou Florence du Romy, parce que si c'est un projet qui est en développement, ça fait partie aussi d'une des missions du Romy, donc de conseiller, informer, accompagner dans ce type de projet-là. Et aussi, je sais pas si elle est là, mais sinon tu peux contacter à travers Mauricio et Florence aussi, Eva de Foyer du Monde, la directrice de Foyer du Monde. Foyer du Monde vient d'acheter une très grande bâtisse. Je suis pas jaloux du tout de cette belle bâtisse. C'est vraiment, c'est un super bel espace. Mais eux aussi, puis avec tous les obstacles que ça inclut, surtout bancaires, notaires, etc. Mais ils auraient sûrement beaucoup de choses à partager là-dessus. Donc, que ce soit le Romy ou Foyer du Monde, je pense qu'ils seraient plus aptes à répondre à ta question. Oui, merci Arthur. Parfait. Marie-Ève? Oui, bonjour. En fait, c'était juste pour dire que j'ai partagé dans le chat. En fait, je pense qu'on est tous ici impliqués dans différentes causes sociales ou sous toutes ces formes-là. Donc, c'est le Forum social mondial des intersections. Euh, donc, tout le monde est invité à soit venir participer ou à proposer quelque chose. Ça peut être en lien avec le logement ou en tout cas toutes sortes de sujets. Il y a un volet artistique aussi assez présent. J'ai vu qu'Ardiel avait un petit background. Donc, il pourrait avoir un projet qui est fait avec des résidents, d'un hébergement pour parler de certaines réalités. Alors, je vous invite le 6 février, là, il va y avoir une rencontre Zoom pour ceux qui veulent participer puis en savoir davantage. Il y a le site web aussi. Donc, je lance ça à tout le monde. C'est tout. Merci. Jenny? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour les présentations. Je voulais savoir comment on peut avoir un peu plus d'informations sur les critères pour le projet hôtel. Euh, J'imagine qu'il y a comme des critères peut-être un peu plus officiels pour
comment définir une victime ou personne survivante de la traite, mais j'imagine qu'il y a aussi une certaine marge de manœuvre. Arthur, tu as fait Mhm. référence que vous ne pouvez pas nécessairement mettre par écrit. Alors, c'était juste pour voir, est-ce que, tu sais, on devrait vous contacter pour exposer des cas ou est-ce qu'il y a une autre façon de, comme, sans trop vous, tu sais, vous envahir, partager une Mhm. information un peu plus nuancée? C'est super intéressant, en tout cas, bravo pour ça. Merci. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Puis, juste avant de répondre à ta question, il y a plusieurs organismes comme le Collectif Bienvenue, nous aussi, d'avoir un petit fonds d'urgence pour des hôtels, c'est pas donné à tout le monde malheureusement, mais c'est tristement nécessaire. Il y a tellement de difficultés et de cas d'itinérance qui peuvent changer en quelques minutes que d'avoir ces fonds-là, c'est idéal. Et pour nous, en fait, ce qui est encore mieux pour le pont dans notre partenariat avec Hotel Help, c'est que c'est des nuitées qui sont gratuites. Fait que ça, c'est idéal. Pour revenir à la définition de traite humaine, ça aussi, moi, c'est quelque chose qui m'inquiétait un peu quand on a amorcé le projet et quand les hôtels Marriott m'ont approché. C'était, ben, c'est quoi, vous, votre définition de personnes victimes de traite? Et en fait, ils nous ont retourné la question. C'est qu'ils nous ont dit, ben, regardez, c'est vous les professionnels sur le terrain. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de formes, comme il y a autant de formes d'immigration, il y a autant de formes de traite humaine. Puis j'ai apprécié ce retour-là et cette flexibilité-là. Donc, quand on a la présentation du projet, Hotel Help, et puis là, je ferai appel à ma mémoire, mais ça marchera pas, donne la définition d'une institution internationale qui m'échappe ou celle de la charte. En tout cas, Jenny, tu sauras peut-être plus que moi, mais c'est une définition officielle qu'ils ont choisie pour créer ce projet-là. Mais dans le contrat qu'on signe, dans le contrat, il n'y a pas cette définition, il n'y a pas de critères spécifiques. L'important, c'est qui est responsable de quoi. Et c'est un lien de confiance aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui change un peu dans le milieu. Je pense que vous l'avez peut-être vu avec vos bailleurs de fonds, etc. Mais il y a un lien de confiance de nous, les acteurs et actrices sur le terrain, pour faire ces définitions-là. Mais comme je vous disais, c'est un programme qui est très récent. Puis là, répétez-le à personne, mais la personne avec qui je traite me répond aux 2, 3 mois à mes courriels, fait que ça avance pas vite non plus. J'espère que ce sera vraiment bientôt officiel. Le contrat est signé, mais j'ai pas encore accès à la plateforme, fait que j'ai jamais fait de référence en toute transparence avec vous. Euh, mais c'est ça, on en parlait avec Maurice. Je pense que c'est quand même important de le partager. J'ai mis dans le chat aussi le lien vers la hotline, fait que peut-être qu'il y aura plus d'informations là-dessus. Puis Jenny, je me le note, je t'enverrai l'info si tu le souhaites. Parfait, merci. On a Jade. Bonjour, Jade du Centre communautaire LGBTQ+, comme on a parlé un peu tantôt. Ma question était, j'ai regardé un petit peu votre site que vous avez envoyé concernant les hébergements. Je me demandais votre attente, votre délai avant de pouvoir accepter les demandes ou les références. Ça se situe à combien de temps environ? Pour commencer, ben, c'est ça, j'ai envoyé le lien donc de référence. Si tout est marqué en rouge complet, le formulaire est fermé. Fait que malheureusement, on prend pas de liste d'attente ou de demande à l'avance. Fait que déjà, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais nous, on est quand même souvent complet. Euh, je vous le dis maintenant, puis je sens que je vais recevoir beaucoup de courriels cet après-midi. On a des places en ce moment. Et vous pouvez envoyer des demandes, pas dans notre résidence pour hommes, mais dans la résidence pour femmes et familles. On a des places. Envoyez des demandes. Pas trop, s'il vous plaît. On va essayer de les traiter une à la fois. Puis, on veut, en fait, notre formulaire d'admission, c'est un peu pour, euh, nous protéger, dans le sens où, avant, on avait vraiment une façon de faire qui était premier arrivé, premier servi. Sauf qu'on avait des références qui étaient très mal faites quand on nous appelait, voire avec des, comment dire, fallacieuses, avec des mensonges et on cache des situations de santé et de santé mentale graves et instables et c'est des choses que nous, on peut pas absorber. Puis on en parle souvent en équipe aussi, on étudie toutes les demandes, puis on se dit, ben, oui, quelqu'un qui consomme ou qui est instable, etc., ben, on peut pas le prendre parce qu'on a quand même une résidence qui est semi-autonome. C'est-à-dire que nous, à 5 heures, on s'en va
et on laisse les clés, de façon figurative, on laisse les clés à nos résidents, résidentes, puis on se revoit le lendemain à 9 heures. Fait qu'il n'y a pas d'intervenant, intervenante de nuit, il n'y a pas de sécurité. C'est une maison quasiment comme une autre. Donc, on ne peut pas absorber toutes les demandes. Mais en même temps, on veut rester un centre de semi-urgence, on va dire. Donc, on essaie d'y aller le plus vite possible. Nous, notre programme, comment ça fonctionne, c'est que on a donc notre tableau avec toutes les demandes que vous envoyez. On les étudie le lundi, voir si c'est admissible, au moins sur la place qui reste dans les chambres, je sais pas moi, le statut, etc. Donc des choses assez simples et mathématiques. Et ensuite, les personnes qui sont admissibles, on va en convoquer en entrevue d'admission le mardi. Fait que le lundi, c'est la première étude. Le mardi, c'est les entrevues d'admission. Le mercredi, on a notre réunion d'équipe, puis on va faire le dernier tri de toutes les entrevues qu'on a faites. Et par semaine, si on a de la place, on va prendre une personne ou une famille dans notre résidence à Montréal et un homme seul dans notre résidence à Laval pour emménager le jeudi suivant. Fait que techniquement, je dirais une semaine, si on peut, une semaine d'attente. Euh, on reste à nouveau très flexible. N'hésitez pas à appeler, envoyer des demandes, soit dans notre formulaire, soit dans nos courriels. On peut pas faire des miracles, malheureusement. Là, on est un tout petit organisme, mais on essaie d'y aller le plus vite possible. Fait que si la personne est en sécurité, mettons, pour une semaine, 10 jours, ça va nous laisser le temps de faire d'accepter la personne si elle est admissible. Parfait. Puis, je viens de voir dans les commentaires, on a de la place chez les hommes. Est-ce que vous avez de la place hommes aussi actuellement ou c'est une erreur? Ah, ouais, attendez. Non, ça, c'est un problème de communication entre équipes. Mais on va bientôt réouvrir l'intake chez les hommes. On a une entrevue qui est en cours, fait qu'on va voir si ça fonctionne. Puis on veut pas non plus faire de fausses promesses. On y va vraiment, vraiment doucement. On ouvre et puis on ferme. Tu sais, on y va vraiment au goutte à goutte, si je puis dire, pour pas, pour nous, pas recevoir une dizaine de demandes puis devoir décevoir tout le monde. C'est quand même un petit peu long de remplir le formulaire. Ça peut prendre 20-30 minutes. C'est comme une pré-évaluation psychosociale. Donc pour vous, les intervenants intervenantes, ça peut prendre du temps. Mais si je me trompe pas, on va ouvrir l'intake des hommes la semaine prochaine. Parfait. Puis, dernière question, est-ce que c'était possible de laisser quand même votre courriel, si on veut des informations, dans le chat également? Ouais, je pense que je l'ai mis plus tôt, je peux le remettre, sinon info@lepont.ppi.org, puis c'est moi qui... Ouais, c'est ça, je l'ai mis un tout petit peu plus tôt. C'est le premier lien, c'est le courriel d'info, mais c'est moi qui le reçois, donc n'hésite pas à écrire, pas de problème. Parfait, merci. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, sinon, je vais vous laisser dans les chats. On vous invite. C'est les premières midi de l'année, mais on va avoir une chaque mois. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des propositions, des idées, allez cliquer là-dessus. C'est juste 30 secondes que ça va prendre. Ça va nous donner beaucoup d'idées. Parce que l'idée, c'est de continuer à trouver cet espace de partage. C'est pas seulement côté hébergement. Si vous avez décidé côté intersection, logement, accès au logement, itinérance, intervention. Donc, c'est l'espace. Les Romis, vous ouvrez cet espace juste pour donner la place à la conversation. Donc, je vous laisse aussi nos coordonnées. C'est coordonnées de Florence et moi. Romy, donc, si vous voulez, si vous avez des questions, des invitations, on est là et on continue à se connecter. Bon, je voudrais remercier aussi à Arthur, Ardiel et Arlange pour cette participation aujourd'hui, pour la présentation, pour l'animation. C'était génial l'information. Bonne continuation de journée. Merci. Merci. Bye bye. Bonne journée.